Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture, Mawa S. Bakayoko, qui vient de publier Mansa Yorotabali, le roi qui ne voulait rien devoir à personne. Je vous retrouve avec plaisir, Mawa S. Bakayoko. Absolument. Vous venez de publier Mansa Yorotabali. C'est un nom malinqué. Dites-nous. Et vous le prononcez tellement bien. Merci, mais il faut qu'on sache la signification en français. En effet, Yorotabali veut dire le roi qui ne voulait rien devoir à personne, je dirais trivialement, qui ne voulait pas prendre de crédit. D'accord. Le jeune écrivain Seydou Gounia, qui a préfacé votre ouvrage, vous qualifie d'auteur prolixe. On pourrait le dire ainsi. Parce que vous publiez chaque année Tout au à moins fait. un livre. Chaque année, on a 10 ans d'écriture, on a 10 livres. On pourrait le dire ainsi. Mais c'est surtout cette passion de partage, un besoin de partage d'écriture. D'accord. Au-delà des 10 œuvres, je suis tout le temps en train d'écrire. Et ce partage, je le fais de manière quotidienne sur mes pages, sur mes blogs. Et vous Parce êtes encore en train d'écrire. Hein? Absolument, j'ai encore l'envie de continuer. Le 10e ouvrage, ce sera donc pour bientôt. Alors, le 11e, on pourra le dire. Tout à fait. Mansa Yorotabali, c'est votre 10e ouvrage qui, comme ça, vous l'avez dit, vos 10 ans d'écriture. Nous allons voir le résumé qu'en fait Franck Adio et puis on en reparle tout juste après. Mansa, le roi. Yorotabali. Traduction: Mansa, le grand roi qui n'aimait pas contracter de dettes ou de crédit, ou encore le roi qui ne voulait rien devoir à personne. Certitude, prétention et valeurs fondées sur du vent. C'est ce qu'on découvre après s'être abreuvé des pages de cette œuvre qui nous présente un roi déchu laminé par les larves de son propre orgueil et à contrario, des personnages comparses porteurs de vérité tels Mansa Nyalikaba, Nasira entre autres. L'auteur de ce récit qui mêle épique et lyrisme est Mawa Bakayoko, romancière et nouvelliste reconnue pour son enracinement culturel multiforme. L'épouse de diplomate qu'elle est s'est imposée cette démarche pour ne pas perdre pied avec ses racines. Elle qui a longtemps, loin du continent, vogué et qui totalise aujourd'hui une dizaine d'années d'expérience d'écrivaine. Cette œuvre comporte 164 pages en 6 chapitres préfacés par Seydou Gounia, lauréat 2018 du prix national Bernard Dadier. Mansa Yorotabali est une redécouverte du passé glorieux de l'Empire du Mali fondé par Sundiata Keita au XIIIe siècle, un ouvrage qui interpelle sur la fragilité de la notion de nation qui n'existe que par la réalité des valeurs qu'il incarne. Toute une philosophie que notre auteur entend décortiquer ce soir. Et nous sommes ensemble pour décortiquer Mansa Yorotabali, ce roi qui ne voulait rien devoir à personne. Alors dites-nous, Mawa S. Bakayoko, d'où tirait-il ses convictions? Sur quoi les fondait-il? Il l'a dit tout à l'heure, cette conviction, la vie vous donne généralement, je dirais, les cordes à défaire, les nœuds à défaire. Et lui, il comptait plus sur sa force, il comptait plus sur sa puissance de son armée. Donc, il n'a pas mis cette partie de l'humanisme, de cette humanité qui devait accompagner son engagement. Et c'était bien dommage. Il s'en rendra compte très vite et ça va lui retourner au visage. Dites-nous, qu'est-ce qui le fera déchanter? Vous savez, le Mansa Yorotabali, il arrive au pouvoir de manière calamiteuse après une guerre fratricide entre son frère. Installé au trône, le mandé dit, lorsque ton pouvoir, pour asseoir ton pouvoir, il faut que l'héritier soit prêt à prendre la charge royale. Et malheureusement pour lui, il n'avait pas de fils. Il n'avait que des filles, au total 15 filles. Et du coup, ça a enlevé un peu de sa superbe. Parce qu'un roi sans fils, imaginez ce que cela donne, ça a été un peu le début de son déclin. Parce qu'il fallait absolument avoir ce fils-là pour prendre la relève quand il ne serait pas là. Et après, il va avoir ce fils, mais ce fils est malade. Ce fils arrive très malade. Le fils ne faisait que convulser. Et malgré sa richesse, malgré sa toute-puissance... Il ne pouvait pas donner la santé à son fils. Il ne pouvait pas donner la santé à son fils. Comme quoi, les orgueils ont toujours des limites. Tout à fait. Et on n'est pas Dieu, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. Et du coup, il s'est retrouvé par la loi de la vie à se rabaisser, mais il n'a pas voulu. Et devant celui qu'il rabaissait, qui était un esclave, qu'il appelait esclave, Zan. Le Gyonzan. Oui. Gyonzan qu'il a ramené à la plus simple expression. Pourtant, Gyonzan, c'était lui
je dirais, le porteur de cette guérison. Son sauveur même, on peut Son sauveur pour le fils que finalement il a eu après, je dirais, 1001 péripéties. Il en a bavé. Et même malgré cela, son orgueil, il est resté haut perché par son orgueil. Il n'a pas compris qu'il fallait se rabaisser. Et comme je l'ai dit, il fallait avoir cette part d'humanité-là pour comprendre que la valeur de l'homme ne repose pas sur la puissance, mais sur son cœur, sur son humanité. Ni sur son argent aussi. Oui. Alors, dans la plupart de vos œuvres, vous l'avez déjà dit, les leçons en tirées par rapport à la vie de Guru Tabali, on le sait, il faut être humble, parce que l'humilité précède aussi la gloire. On a vu que Gyonzan avait tout. Il n'était pas riche, mais il avait quand même l'humanisme. Oui. Alors, dans la plupart de vos œuvres que j'ai lues avec intérêt d'ailleurs, vous opposez deux mondes. Hein, celui du bien et du mal. Ici, le mal caractérisé par Mansa et Guru Tabali, et qui est le méchant, adepte de la violence, du complot. Et en face de lui, on a Gyonzan, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le pacifiste, l'humaniste, le gentil. Dites-nous pourquoi, à chaque fois, vous opposez deux mondes. Mais en fait, le monde est fait de dualité. Nous avons le noir, nous avons le blanc, nous avons le faible, nous avons le fort. C'est cela la caractéristique je dirais, essentielle de la vie. Pour nous croyants, l'unicité, je dirais, n'appartient qu'à Dieu. Mais en tant qu'humain, en tant que monde normal, il y a cette dualité-là. Et forcément, cette dualité se pose dans notre vie au quotidien, dans notre quotidien. Et on doit faire avec. On doit faire avec, mais c'est en cela que je ressors les valeurs que nous devons avoir. Et ces valeurs-là, vous l'avez dit, Zan était caractérisé par Zan. Zan n'était pas riche, il n'avait pas de l'argent, mais il avait de l'humanité, il était plus riche que Guru Tabali, parce qu'il avait compris que la vie, la meilleure des vies repose sur des valeurs que nous devons nous approprier. Et des valeurs qui incarnent notre beau continent, l'Afrique. Mansa Guru Tabali est aussi, j'ai bien fait la transition, hein, c'est un voyage culturel à travers notre beau continent, l'Afrique. Et vous nous abreuvez des us et coutumes, toujours, surtout dans cet ouvrage, il y a une profusion de proverbes. Ça répond à quoi? Ça répond à mon identité culturelle. Vous savez, Madame Ngoran, quand on a tété aux mamelles de la culture, quand on a baigné dans ce jus culturel, dans cette identité culturelle, quel que soit l'apport d'un autre élément, on reste toujours, je dirais, fidèle à ce qu'on a reçu. Et du coup, écrire sans que cela ne transpire dans mes écrits, ce serait m'amputer de mes deux bras. Et donc, pour moi, il est essentiel que cela ressorte parce que je me considère... Malgré toutes ces années passées à l'extérieur de votre pays, tout à fait. Vous êtes épouse de diplomate. Tout à fait. Il est financier. On va faire un peu la rectification. Il est financier. Alors, qui a vécu la plupart du temps à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, donc, l'intellectuel que je suis, j'ai mes deux pieds bien en place dans la tradition, mais la tête, je dirais, dans le modernisme. Mais je l'ai dit tantôt, avec l'éducation reçue, avec ce que j'ai reçu comme identité, il est impossible pour moi de m'en détacher. Qu'est-ce que ça vous apporte et quelles leçons vous voulez que les lecteurs qui vous lisent puissent en tirer? Mais cela fait la femme que je suis aujourd'hui. Cela me rend, je dirais, épanouie. Je me sens complète avec cette part d'identité que je revendique, qui ressort dans tout ce que je fais. Et pour ceux qui me lisent, je le dis tantôt, je ne suis qu'une passeuse. Je ne fais que passer ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, je ne peux le garder sur moi. C'est ainsi que je fais le passage à ceux qui me lisent, à ceux qui m'accompagnent. Et je pense que c'est assez honorant pour moi. Vous sentez en mission auprès des lecteurs? Dans vos écrits, vous décriez les mots MAUX comme la migration irrégulière, l'excision, les violences conjugales, les mariages précoces. Vous sentez en mission auprès de vos lecteurs? En mission, oui, mais surtout en mission, je dirais, de partage de mes valeurs, de partage de ce que j'estime avoir reçu et qui devrait corriger tout ce qu'on a de mauvais, de mots, comme vous avez dit, MAUX. Et donc, pour moi, il est essentiel pour moi d'être doté de cette mission-là. Mais quand je dis mission, c'est parce qu'on a la conviction que ce qu'on pose comme acte est bon. Quand on est convaincu de quelque chose, la mission pour nous, ça devient, je dirais, une obligation. Êtes-vous une écrivaine engagée? Oui, je reviens. Alors, engagé veut dire conviction. Je suis convaincu des causes que j'aborde, je suis convaincu de ce que j'écris. Alors, donc, du coup, si c'est cela l'engagement, je me sens engagé. En 10 années d'écriture, vous signez 10 belles histoires aussi passionnantes que fascinantes dans 10 œuvres
Comment vous vous sentez dans votre peau d'écrivaine après ces 10 années d'écriture? Mission totalement accomplie? Non, ou pas l'aventure continue? accompli, pas complètement accompli. Je me sens bien dans cette peau. Et l'aventure continue? Elle continuera, hein, parce que je suis toujours en train d'écrire au quotidien et c'est un besoin pour moi de partager. Et dans votre écurie littéraire, vous avez La Rébellion de Santigui sous le joug d'un Dangader et votre roman On me l'a ôté, un roman qui m'a vraiment fasciné aussi. Alors, en tout, vous avez 10 bébés en 10 ans. Oui. Quelle est l'histoire qui vous a le plus fasciné? Ben, c'est comme demander à une mère quel est l'enfant que vous aimez le plus. Et comme le Mansa Tabali, c'est mon Laralé, c'est le dernier né, je veux le dorloter, le chouchouter parce que mes autres enfants vont comprendre que c'est lui qui est aujourd'hui là. Et donc, je dois vraiment l'accompagner pour qu'il puisse faire ses premiers pas. Et donc, pour le moment, je me consacre à lui. Et vous résumez Guru Tabali en combien de mots pour les lecteurs qui vous regardent? Un engagement sans humanité n'est que ruine de l'âme. Et vous avez des proverbes dans cet ouvrage, plusieurs proverbes qui m'ont aussi marqué, lequel vous retenez ce soir pour les téléspectateurs qui vous permettra de refermer ce journal. Alors, celui que je retiens, on le dit, le destin est plus âgé que le porteur du destin. Et le Mandé le dit, Dakankakoro ni Gyoe. C'est-à-dire le destin est plus âgé que le porteur du destin. Pour dire quoi? Nos engagements. La fidélité à nos engagements détermine la méthode dont on réagit face à la vie, face aux choix que la vie nous apporte. Et donc, c'est pour dire que le destin est plus âgé, mais c'est à nous de pouvoir être positifs et de nous engager de manière humaniste dans nos décisions. À l'image de Zan. Moi, j'enlève le mot John qui signifie esclave. On va dire Zan. Zan qui a été, je dirais, anobli par le roi Nyalikela. Et qui était un homme engagé. Engagé. Merci beaucoup, Mawa S. Bakayoko, d'avoir été notre invité de la page culture ce soir et surtout d'avoir répondu à nos questions. On attend le 10e livre. Le 11e. Le 11e. Tout à fait. Parce que la dédicace du 10e, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc le 11e, pour bientôt aussi. Pour bientôt, il viendra. Très belle inspiration et bonne chance. Nous garderons donc ce proverbe à l'esprit, ce proverbe que vous venez de nous décrire. Merci Mawa S. Bakayoko. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. On va vous retrouver très bientôt pour évoquer votre 11e livre. Bonne chance donc et bonne inspiration. Merci, on se quitte donc avec cette belle image de notre Afrique, de valeurs phares de l'humanité, ce beau continent. Ce beau continent. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain 20h avec le même plaisir.